Il vient de le réaffirmer, groupement des femmes, l'Afrique, qui s'apprête à célébrer son 30e anniversaire le 11 novembre prochain. Mais avant de les recevoir, il est allé à Tanger, au royaume chérifien. Et puis l'émission Papier, Plume, Parole sur la RTG de Mohamed Salif Keita à 32 ans. Cet anniversaire a été fêté aujourd'hui à l'ouverture du Forum des médias et du dialogue interculturel auquel participent plusieurs écrivains. On parlera également des travaux de rénovation du stade de Nongo. Ce temple sportif doit revoir ses installations pour qu'elles répondent aux normes de la FIFA. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République est en séjour de travail dans le royaume chérifien. Professeur Alpha Condé participe au Forum international de Tanger où il doit recevoir un prix distinctif. Sanassi Keita. C'est ce mardi 7 novembre 2017 que le président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine, est arrivé à Tanger, au Maroc. Alpha Condé arrive dans ces royaumes chérifiens pour prendre part à la 10e édition du Forum international MED 2017. L'invité d'honneur est déjà ravi du prix qu'il recevra ce 8 novembre 2017. C'est un grand honneur pour moi d'être désigné comme lauréat pour cette grande organisation. C'est une grande fierté pour moi. Et ça montre aussi les excellentes relations qui existent entre le Maroc et la Guinée et entre le Maroc et l'Union africaine. Donc je pense que c'est toujours pour moi un plaisir de venir au Maroc. Le président en exercice de l'Union africaine compte beaucoup sur le Maroc pour son retour au sein de l'Union africaine. Le Maroc est membre fondateur de l'EUA. L'EUA, c'était le roi Mohamed V, le président Sékou Touré, le président Modibo Keïta, le président Nasser, Ben Bella et l'empereur Haïlé Sélassié. Donc ensuite, vous savez que le roi Mohamed V a quand même apporté beaucoup de soutien au mouvement de libération, tant qu'à l'ANC et qu'aux autres mouvements. Et donc c'est tout à fait normal que le retour du Maroc, parce que comme le dit à roi, c'est bien de revenir à la maison, comme il a dit lui-même dans son discours. Et nous sommes convaincus que le Maroc apportera beaucoup à l'Union africaine, tant au niveau de la diplomatie qu'au niveau du développement et du renforcement. Parce que notre objectif, c'est que l'Afrique prenne son destin en main et que les problèmes africains soient réglés en Afrique. Pour cela, on a vraiment besoin du leadership du Maroc. Ce forum MED ouvrira donc ses portes ce 8 novembre 2017 ici à Tanger. Des questions sociales et humaines déterminantes pour asseoir l'émergence du continent comme le rôle de la femme en Afrique, la mise en œuvre de politiques favorables à l'accès à l'éducation ou encore au capital dans le cadre de l'entrepreneuriat. Je vous le disais à l'instant, bien avant de quitter Conakry, le président de la République a reçu en audience le groupement des femmes L'Afrique Antenne Guinée. Ce groupement aura ses 30 ans le 11 novembre prochain. Dans la perspective de cet anniversaire, elles ont été reçues par le président professeur Alpha Condé. Les échanges ont porté sur l'aide à apporter aux femmes en matière d'opportunités de formation pour qu'elles soient davantage autonomes, surtout sur le plan financier. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla et Mandjou Sidibé. Elles veulent renforcer leurs capacités financières dans l'entrepreneuriat féminin, mais aussi mieux se former avec l'implication du président de la République. Les femmes, membres du groupement des femmes d'Afrique de Guinée, ont rencontré le président Alpha Condé afin qu'il les aide dans l'autonomisation financière. La rencontre a été mise à profit pour inviter le chef de l'État à prendre part à la célébration des 30 ans d'anniversaire de ce groupement, prévu le samedi 11 novembre 2017. Derrière nous, il y a plus de 1000 femmes. Nous sommes organisés à tous les niveaux, on est dans toutes les préfectures. Parmi nous, il y a les femmes chefs d'entreprise, il y a les femmes qui veulent devenir chefs d'entreprise, il y a des femmes qui sont dans les formels, il y a des commerçantes, il y a des industriels, il y a des paysannes que nous avons organisées. Il y a des artisans, beaucoup d'artisanes surtout. Nous ne pouvons pas
fêter un tel événement sans associer le président de la République, le père de la nation, le père de tout le monde. Nous existons depuis 30 ans. Beaucoup d'eau a coulé depuis. Votre mandat, vous l'avez dédié aux femmes, effectivement. Nous vous en remercions. Mais nous aimerions, nous souhaiterions que nous puissions avoir davantage accès au crédit et au renforcement de capacités. Nous ne sommes pas toujours au courant de tous les crédits qui sont mis à la disposition des femmes. Il n'y a pas un seul discours, un seul voyage que vous faites et qu'on n'entende pas ce que vous dites sur les femmes. Notre souhait aujourd'hui, avec vous, pour que cela puisse réussir, c'est de voir comment on peut renforcer les capacités financières des femmes de Guinée afin qu'elles soient à l'image des autres. En réponse, le président Condé a renouvelé son soutien à l'industrie au détriment du commerce. Et le chef de l'État a justifié son choix. Mais le développement de la Guinée, c'est l'agro-industrie. Et dès mon arrivée, j'ai dit que moi, je ne soutiendrai pas les commerçants. Parce que le commerce n'avait pas avancé un pays, que les gens n'ont qu'à se recycler dans l'industrie et que nous soutiendrons ce qu'ils feront de l'agro-industrie. Parce que le commerce ne fait pas avancer le pays. En plus, ça nous coûte cher en devises. C'est pourquoi mon objectif a été de dire consommer, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Aujourd'hui, nous n'importons plus de farine. Et lorsqu'on fait une usine, je protège l'usine, on n'importe plus de farine, on n'importe plus de ciment. Bien sûr, on ne peut pas interdire, mais on met des taxes tellement élevées que vous importez le ciment, votre bateau reste 45 jours au port sur l'Estari. Ensuite, on met des taxes très élevées pour protéger les entreprises naissantes. Et ensuite, dans d'autres secteurs, vous savez qu'en Guinée, on mange mal. Notre huile est mal raffinée. Donc aussi, j'ai poussé pour qu'on ait une raffinerie d'huile et qu'on n'importe plus d'huile, qu'on ait une usine de sucre pour qu'on n'importe plus de sucre, parce que les importations nous coûtent très cher. Donc on a essayé d'accompagner le secteur privé. Mais si vous n'apparaissez pas, comment voulez-vous qu'on vous aide? Comment voulez-vous? Vous n'apparaissez pas? Dans la foulée de cette rencontre, les femmes d'affaires, Antenne Marché Madina, ont fait part de la mise en place des structures en leur sein, à l'effet de mieux organiser la filière. Professeur Alpha Condé a invité le groupement des femmes d'Afrique de Guinée à donner la priorité à la promotion de la production nationale dans tous les domaines d'activité. Autre audience, celle du Premier ministre chef du gouvernement, Mamadi Youla, a successivement reçu le nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Guinée et l'administrateur pour la Guinée au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale. Les entretiens étaient axés sur l'amélioration des liens de coopération entre nos États. Compte rendu Ousmane Bangoura. Bala Mohamed Mariga est le nouvel ambassadeur de la République fédérale du Nigeria en Guinée. Après la présentation de ses lettres de créance le 3 octobre dernier au président de la République, M. Bala est venu échanger avec le Premier ministre, chef de gouvernement, dans le cadre du renforcement des liens de coopération existants entre la Guinée et le Nigeria. Guinea is one of the biggest partners of Nigeria in Africa. Et la Guinée est l'un des plus grands partenaires du Nigeria en Afrique. Les relations entre le président du Nigeria, son Excellence le président Mohamed Bouhari, et les relations intimes avec son homologue, le président professeur Alpha Condé, le président de la République de Guinée, on ne peut pas ne pas passer à ça. À cause des relations entre eux, qui sont parties des années de très longue date, c'est pour cela que le président guinéen a voyagé à Londres pour voir notre président lorsqu'il était malade. Aussi, il a organisé des prières sur tout le territoire guinéen que le gouvernement nigérian et le peuple nigérian n'oublieront jamais. Right now, the president of Guinea is the chairman of AU. Juste après, Seydou Bouda, l'administrateur pour la Guinée au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, est reçu par le chef du gouvernement. L'entretien entre les deux personnalités a porté sur l'amélioration des conditions d'acquisition de financement. Avec le chef du gouvernement, nous avons parcouru la coopération
les grandes lignes de la coopération entre la Guinée et le groupe de la Banque mondiale, regarder les problèmes qu'il y a au niveau du portefeuille, les bonnes performances, les insuffisances, et se poser également les enjeux pour la Guinée dans le cadre de l'IDA 18 et aussi dans la perspective du groupe consultatif qui se profile à l'horizon, groupe consultatif au cours duquel la Guinée voudra mobiliser le maximum de ressources possibles, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé, au profit de son développement économique et social pour les années à venir. Le Premier ministre, satisfait du partenariat entre la Guinée et le groupe de la Banque mondiale, Mamadi Youla a aussi réaffirmé l'engagement de son gouvernement à maintenir ces bonnes relations. Dans l'actualité également, le Centre régional d'assistance technique du FMI pour l'Afrique de l'Ouest organise à Conakry un séminaire régional. La rencontre porte sur le contrôle des produits pétroliers, de l'importation à la distribution, et une trentaine de membres venus des pays d'Afrique y sont conviés. Alassane Djegobari. Comment assurer le contrôle des produits pétroliers de l'importation à la distribution? C'est la question qui préoccupe une trentaine de cadres de l'administration douanière de 10 pays d'Afrique de l'Ouest réunis à Conakry. Les recettes sur les produits pétroliers constituent pour nos administrations douanières une part importante, sinon la part la plus importante. Mais très malheureusement, les contours liés à sa gestion, à son dédouanement, ne sont pas maîtrisés. Les experts douaniers partagent ainsi les défis communs auxquels ils sont confrontés chacun dans son pays. Un forum rendu possible grâce à l'appui technique du FMI à travers son centre régional Afritac de l'Ouest, ainsi que des experts de la CNUSED. Depuis plusieurs décennies, l'FMI met son expertise au service des administrations financières des pays de la région pour appuyer les réformes et la modernisation des administrations conduites par ces États. Au cours de cette période, le département de finances publiques du FMI a notamment appuyé les réformes des systèmes fiscaux et de renforcement des administrations fiscales et douanières chargées de leur mise en œuvre. L'objectif est d'acquérir un savoir-faire indispensable pour une meilleure maîtrise des recettes douanières liées aux importations et à la distribution des produits pétroliers au bénéfice des budgets nationaux. Pour y parvenir, elles doivent faire face à une double problématique. S'adapter aux procédures de facilitation et de simplification du dédouanement tout en veillant à sécuriser les recettes douanières indispensables au budget de nos États. Maîtriser les quantités des produits à l'importation, améliorer la gestion douanière des installations, faire le contrôle et le suivi des produits exonérés, tels sont les aspects sur lesquels va se focaliser ce forum douanier de Conakry, avec en ligne de mire renforcer l'administration des recettes et la gestion des finances publiques. C'est une information qui vient de nous parvenir. L'intersyndicale de l'éducation proteste contre la sortie malencontreuse de 2 de ses membres dans la presse. Ce soir, les 2 camarades sont suspendus du SLEG par le bureau. Je vous invite à suivre ce compte-rendu de Mohamed Seyar Souma. Une réunion extraordinaire ce mercredi 8 novembre au siège de la Fédération syndicale des professionnels de l'éducation. Elle est convoquée par l'intersyndicale de l'éducation. La structure fait l'analyse de la situation qui prévaut en général et au SLEG en particulier. Il est apparu clairement que le mouvement de grève ainsi projeté est l'œuvre d'un groupe d'individus mal intentionnés pour servir leurs intérêts personnels et égoïstes. Les protocoles d'accord de février et octobre 2017 sont des acquis importants pour les travailleuses et les travailleurs de l'éducation. Les négociations continuent et les résultats détaillés vous parviendront. Cette déclaration est de nature à rassurer les travailleurs de l'éducation.
Parallèlement à la désapprobation de la grève, les principaux auteurs sont frappés de suspension. Une décision du bureau exécutif du SLEG. Considérant le discrédit dont est victime l'intersyndicale de l'éducation FSPE-SLEG et le SLEG en particulier, en application du règlement intérieur adopté au dernier congrès du 23 novembre 2012, en son article 36 du chapitre 5, le bureau exécutif a pris la décision en sa réunion extraordinaire du 8 novembre courant de la suspension jusqu'à nouvel ordre des camarades 1. Aboubakar Souma, deuxième secrétaire général adjoint. 2. El Hadj Abdoulaye Portos Diallo, secrétaire administratif. L'intersyndicale de l'éducation FSPE-SLEG invite tous les enseignants à l'unité d'action pour la victoire de la classe ouvrière. Pour une gestion durable des ressources en eau du bassin du Concouré, les acteurs du secteur viennent de se prononcer sur une question importante, celle des différents modes de financement pour protéger le fleuve Concouré des effets du changement climatique. Reportage Nabi Kamara. Promotion des techniques résilientes pour une gestion durable des ressources en eau du bassin du Concouré. C'est le titre d'un document de projet initié par le département en charge de l'environnement, des eaux et forêts en collaboration avec le PNUD pour protéger ce fleuve des effets du changement climatique. Pour assurer un succès à cette phase préparatoire de ce projet, l'implication des parties prenantes s'avère nécessaire et indispensable sur tout le processus. De tous les cours d'eau ou de tous les bassins versants qu'il y a dans notre pays, celui qui est effectivement national, mais dont l'importance socio-économique est d'ampleur, c'est le fleuve Concouré. Donc ce fleuve est extrêmement important parce qu'il est la principale source d'énergie hydroélectrique de notre pays. Aussi, c'est un fleuve qui arrose 10 préfectures de notre pays. C'est pourquoi le ministère de l'Environnement a imaginé qu'il fallait essayer de voir comment on peut organiser une étude qui pouvait mettre en place les conditions de renforcement de la résilience, c'est-à-dire la capacité de résistance des populations aux effets néfastes des changements climatiques dans cette zone. Si les ressources ne sont pas aussi gérées, si des technologies durables ne sont pas appliquées au niveau des groupes socio-économiques, c'est tout ce système de barrages, une cascade de barrages qui tournent autour des fleuves qui peuvent un jour disparaître. La présente rencontre des parties prenantes devrait permettre d'obtenir un consensus sur les résultats du projet, son étendue géographique et technique, ainsi que les arrangements institutionnels. L'occasion pour les participants de discuter également des différences entre la demande de financement au fonds d'adaptation et celle au fonds vert pour le climat. La gestion durable, on doit donc la voir comme tout un processus qui implique plusieurs acteurs, plusieurs familles d'acteurs. Il y a l'administration, c'est vrai, mais aussi il y a les usagers. À l'instar de tous les pays côtiers, la Guinée est vulnérable aux effets néfastes des changements climatiques. Parlons à présent de mutilation génitale féminine et d'excision. Pour mieux coordonner les outils de lutte, une rencontre sous-régionale se tient en ce moment même à Conakry. Les expertises locales et internationales sont mises à profit pour une protection améliorée et un accès rapide à la justice pour les victimes. Un projet de Voices Against Violence mis en œuvre en partenariat avec le Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles. Mohamed De Camara. La persistance de la pratique des mutilations génitales féminines continue à préoccuper les décideurs. Dans la sous-région, le Sénégal, la Gambie, la Mauritanie, le Mali, la Sierra Leone et la Guinée échangent des expériences pour une lutte efficace.
Il s'agit de se mettre ensemble afin de stopper ce fléau. On a 6 pays qui sont là. Tous ces pays sont là, c'est pour discuter, pour harmoniser, pour créer une synergie de ces pays dans la lutte contre les mutilations génitales féminines. Vous savez que nous avons des frontières. Les pays comme le Mali, qui n'ont pas de loi, ne peuvent pas travailler avec la Guinée parce que les exciseuses, elles ont peur en Guinée, mais elles fuient vers le Mali où elles font l'excision. Donc il faut harmoniser nos actions, les actions gouvernementales et les actions des sociétés civiles. En Mauritanie, il y a des femmes qui souffrent de la pratique. Et nous avons eu beaucoup d'expérience. L'État s'est beaucoup engagé. Il y a eu même des stratégies qui ont été élaborées. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup suivi. Ça n'a pas été beaucoup suivi. Donc l'état actuel, c'est un peu le stand-by. On voudrait bien que le combat redémarre encore parce que la pratique est à 66,6%. Cette deuxième conférence sous-régionale sur les expériences en matière de l'abandon des mutilations génitales féminines bénéficie de l'engagement des autorités guinéennes. Elles sont déterminées à intensifier la lutte dans le pays. Au nombre des résultats obtenus, il faut rappeler principalement l'existence d'un cadre institutionnel et légal. Ça, c'est une autre manifestation de la volonté politique du gouvernement à éradiquer les mutilations et pourquoi pas toutes les formes de violence basées sur le genre. La mise en place du programme conjoint avec l'appui de la communauté internationale à travers l'UNFPA et l'UNICEF, dont les appuis ont favorisé de doter la Guinée d'un plan stratégique national de lutte contre les mutilations génitales féminines. L'éradication de ce fléau nécessite, en plus de stratégies spécifiques, une coopération transnationale à travers des échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les pays ayant en commun la pratique de l'excision. Dans la même dynamique, je voudrais renouveler l'engagement du gouvernement à mettre en œuvre la politique nationale ainsi que toutes les actions visant à promouvoir l'abandon de la pratique des mutilations. Cette synergie d'action ouest-africaine dans la lutte contre la MGF devrait permettre de trouver des stratégies visant à éradiquer cette pratique traditionnelle néfaste qui affecte dangereusement la santé des femmes dans la sous-région. Et puis, la Guinée compte 25 femmes parlementaires sur 113, 2 femmes préfets sur 33, une femme gouverneure sur 8 et seulement 4 femmes ministres sur 37. Ces statistiques inquiètent les femmes parlementaires et celles de la société civile. Elles demandent le respect de la parité à tous les niveaux. Pour commencer, elles sont allées faire le tour des QG des partis politiques pour solliciter la parité dans le choix des candidats à présenter aux prochaines élections locales. Abdoulaye Diallo. Dans les quartiers généraux des partis politiques, les femmes parlementaires issues de toutes les obédiences sociopolitiques échangent avec leurs consoeurs. Les rencontres ont pour toile de fond l'obtention d'une grande représentativité féminine dans les postes de responsabilité et dans les instances de prise de décision. Les élections communales prochaines constituent pour elles une aubaine pour matérialiser ce combat de la couche féminine. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, c'est une volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique qui accompagne les femmes, on n'arrivera pas à destination. Donc notre bataille, notre plaidoyer, notre lobby, c'est pour que notre bateau puisse arriver à bon port. Du siège de l'UFDG jusqu'à celui de l'UFR, en passant par le GPT, l'UPR, le RPG Arc-en-Ciel, le BL et le PEDN, le message porté auprès des responsables reste le même. Les femmes députées se mettent ensemble sans distinction de politique ni ethnique. Ça m'a frappé. Ça veut dire que les femmes, on est conscientisées, on est appelé maintenant à aller ensemble. Aujourd'hui, il s'agit bien de faire barrage à la discrimination des femmes. Nous avons le plaisir et la joie de vous informer que l'UFDG adhère parfaitement à cette cause. Le projet de société de l'UFR, la composante féminine, une importante partie. Les jeunes
Cela se traduit par la présence effective des femmes dans toutes les structures du parti. Et chacune devant veiller sur ce qui est prévu pour les femmes. Dans les grands marchés et ronds-points de Conakry, ces Amazones du Parlement guinéen ont porté haut leur message pour se faire entendre. Elles comptent défendre. Puisqu'on parle de partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel semble avoir compris l'intérêt d'aider les jeunes dans la création d'emplois. Le parti vient d'organiser une formation à l'intention de ces jeunes. On en sait un peu plus avec Maurice Sidibé. Ce sont des jeunes, des sections et sous-sections, ainsi que des comités de base du RPG Arc-en-Ciel. Au-delà des ambitions politiques, ils s'engagent à devenir leurs propres employeurs. Pour faire de ce rêve une réalité, la mouvance présidentielle amène ces jeunes à l'école de l'entrepreneuriat en vue de faciliter leur employabilité. Notre souci aujourd'hui, c'est de combattre le chômage des jeunes. Donc aider les jeunes à se prendre en charge passe nécessairement par la formation dans l'esprit d'entreprise, parce que ces jeunes qui vont être outillés seront capables de former leur propre entreprise, petite soit-elle, pour permettre de se prendre en charge et d'employer même d'autres jeunes. C'est dans cet esprit que la jeunesse du RPG a initié ce vaste programme de formation pour que l'ensemble des jeunes qui ont une certaine capacité de formation soient outillés dans ce cadre-là. Aujourd'hui, l'employabilité des jeunes est une question d'envergure internationale. Au lieu que les jeunes attendent toujours qu'est-ce que l'État peut faire pour nous, que les jeunes puissent se dire au contraire qu'est-ce que nous pouvons faire pour l'État. Quand nous voulons lancer en entrepreneuriat, on se dit je n'ai pas peut-être suffisamment les moyens. Mais au contraire, c'est la volonté d'entreprendre qui est beaucoup plus intéressante. Les grands sujets qui seront développés, c'est d'abord qui peut créer une entreprise en Guinée et quelles sont les étapes préalables pour créer une entreprise en Guinée et quelles sont les approches du marché. Puisque souvent, on se met dans l'entrepreneuriat sans étudier son environnement. Cette formation des jeunes du parti au pouvoir est assurée par la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Désormais, elle entend accompagner l'ensemble de la jeunesse guinéenne afin qu'elle s'oriente vers l'auto-emploi. Nous sommes à la recherche de clients potentiels et cela est valable pour tous les partis politiques, pour toutes les institutions. La Chambre est prête à aller vers tout groupe organisé pour que l'emploi soit créé. Plus l'emploi est créé, plus il y a des impôts, plus nos routes sont faites et plus le plein emploi est créé. Mais s'il n'y a pas création d'emploi, je pense qu'on reste à la case de départ. La tendance doit être inversée. Pour ça, il faut qu'en amont, on rencontre les groupements de jeunes pour les motiver à être leurs propres chefs. En plus des outils de création d'emplois, ces jeunes du RPG Arc-en-Ciel s'approprient aussi les notions de gouvernance et de démocratie dans un état de droit. Beaucoup de jeunes partent à l'immigration en prétextant ne pas avoir d'emploi. Mais contre ce phénomène qui préoccupe, la lutte s'intensifie. L'Organisation pour la migration et les autorités publiques unissent leurs forces pour mettre fin au départ massif des jeunes vers d'autres cieux de façon incertaine. Mamadou Salioubar. Cités parmi les plus grands pays de départ à l'immigration, la Guinée et l'OIM unissent les efforts pour freiner l'immigration clandestine. À cette rencontre, des acteurs non étatiques et l'OIM échangent sur la protection et la réintégration des enfants migrants. L'objectif général, c'est de trouver des voies et moyens concrètement pour pouvoir répondre à cette situation qui nous pose problème, nous, en tant qu'acteurs, mais qui pose sûrement problème aux acteurs étatiques aussi, qui est la mobilité des enfants aujourd'hui et surtout dans la région. La recherche de leur protection et le renforcement de leur protection est nécessaire. Durant cette rencontre, ces acteurs vont approfondir les réflexions sur les principales causes de l'immigration, mais aussi proposer des solutions. Des recommandations qui vont conforter la Guinée dans sa lutte contre le départ massif de jeunes vers l'aventure incertaine. Nous avons notre mécanisme de protection de l'enfant à base communautaire. Il faut associer donc les enfants eux-mêmes pour qu'ils soient conscientisés sur où ils vont quand ils doivent décider. Ensuite leur famille, parce que la décision se prend à l'intérieur de la famille
quand l'enfant doit partir, la communauté. Donc nous avons ce mécanisme communautaire de protection de l'enfant qui nous amène à faire des actions de prévention. Maintenant, il faut aussi coopérer avec les autres États pour que, le long de nos frontières, qu'on puisse avoir des mesures qui fassent que les mouvements des enfants soient contrôlés. D'après l'Organisation internationale pour la migration, l'année dernière, plus de 13 000 migrants guinéens sont arrivés en Italie. Pour cette année, l'OIM a facilité le retour de plus de 17 000 immigrés illégaux guinéens. Je vous le disais dans les titres, le Forum des médias et du dialogue interculturel a ouvert ses portes ce matin à Conakry. Il est placé sous le thème « Porter la parole, libérer l'écriture ». L'ouverture de ce matin a été consacrée au 32e anniversaire de l'émission culte Papier, Plume, Parole du journaliste écrivain Mohamed Salif Keita, une émission télévisée de la RTG Koloma qui fait découvrir les auteurs et leurs œuvres. Compte rendu, Safiatou Kondé, Adama Traoré, Elsa. Bonsoir, bienvenue à cette émission Papier, Plume, Parole. L'émission Papier, Plume, Parole a 32 ans d'existence. Animée depuis sa création par Mohamed Salif Keita, ce rendez-vous littéraire a traversé le temps sur les antennes de la télévision nationale. L'émission valorise les hommes de plume en passant au crible leurs œuvres. En soufflant cette rando-bougie, Papier, Plume, Parole fait converger à Conakry écrivains, éditeurs, médias et étudiants à travers un dialogue interculturel sous la thématique « Porter la parole, libérer l'écriture ». Papier, Plume, Parole, c'est comme une fille, un enfant que j'ai mis au monde. Donc cette émission a un retentissement international. Sa renommée dépasse les frontières de la Guinée, de l'Afrique, et vous l'avez constaté par la qualité des invités qui sont venus en Guinée pour fêter cette émission. Voir une émission comme Papier Plume et tout durer pendant 32 ans, plus d'une génération, parce qu'une génération c'est 25 ans. Donc ça veut dire que cette émission aborde sa deuxième génération, 32 ans en Afrique. Je vous jure, c'est un miracle. Pendant 3 jours, journalistes littéraires, écrivains et politiques débattront de la littérature et de langue de création sur un même espace. Il faudrait également s'atteler à la tâche afin que les écrivains trouvent une place dans notre société par la reconnaissance que nous devons à ces témoins du temps qui passe, par une reconnaissance, un soutien, la défense des droits des auteurs qui permet à tous ces auteurs de la plume de vivre décemment de leur art. Ces hommes de culture essayeront par ailleurs d'apporter des réponses aux entraves liées au circuit du livre en Guinée. Comme l'a dit l'autre, la littérature est la mise en marche de la civilisation. Elle libère, elle résiste au temps en liant les générations, elle transcrit les pensées de ceux qui en sont l'auteur. L'ombre de l'écrivain Alimou Kamara, professeur de lettres modernes à l'université à Paris, va planer sur la célébration de cet anniversaire de Papier, Plume, Parole. Alimou était venu prendre part à cet événement littéraire. Paix à Slam de Alimou Kamara qui sera inhumé d'ailleurs vendredi ici même à Conakry. Page sport de ce journal. Le coup d'envoi d'un tournoi de football dont le trophée porte le nom du président Alpha Condé vient d'être donné à Fria. 16 équipes venant de 3 sous-préfectures sont en compétition. Le premier jour a connu une très grande affluence. C'est en tout cas ce que nous rapporte notre reporter Diarra Diallo de retour de la cité minière de Fria. Suivez. Un carnaval géant au rythme de la fanfare locale dans la cité de l'Alumine. Il annonce les couleurs de la première édition du tournoi doté du trophée du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Cet événement sportif est une reconnaissance aux œuvres du président dans la cité. Aujourd'hui, les premières fumées qui montent de l'usine confortent nos espoirs de reprise prochaine des activités économiques. Les activités de la jeunesse, comme cet événement sportif, sont un indicateur de la confiance qui rebondit ici. Nous en sommes ravis. Ravis de voir toute cette jeunesse vigoureuse courir et taper dans un ballon pour un trophée au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé.
16 équipes de la commune urbaine de Fria et des sous-préfectures prennent part à cette première édition. Initiée par l'autorité préfectorale en collaboration avec la jeunesse, ce fair play sportif vise à renforcer la cohésion sociale. Nous accompagnons cette jeunesse qui accompagne le jeune dans son enthousiasme, il va t'accompagner dans ton sérieux. Et nous sommes l'esclave des textes. Le président de la République a dédié son mandat à la jeunesse et aux femmes. Les femmes ont leur MC2. La jeunesse a voulu le tournoi. Nous sommes en train d'accompagner aujourd'hui la jeunesse. À l'ouverture de la compétition, la formation de Katourou 2 en maillot bleu a battu son homologue de Baguiné en jaune sur le score de 1-0. Ce tournoi se poursuivra jusqu'au 25 novembre prochain, ici au stade Konkosila de Fria. Une autre nouvelle sportive, celle du stade de Nongo qui tarde toujours à être opérationnel. En cause, les installations, elles ne répondraient pas aux normes de la FIFA, mais pour y remédier, des travaux de rénovation ont déjà démarré dans ce temple sportif grâce à un partenariat public-privé dirigé par Antonio Soare, le président de la Fédération guinéenne de football. Abdoulaye Diallo a fait un tour sur les lieux. Suivez son reportage. Le stade de Nongo, fruit de la coopération chino-guinéenne, n'est jusque-là pas opérationnel. Depuis que les Chinois ont rendu les clés de ce temple sportif, il y a de cela 6 ans. Et pour cause, certaines installations ne sont pas dans les normes requises. C'est le cas des toilettes et de la pelouse, entre autres. Nous faisons en sorte que la pelouse puisse être fonctionnelle et que nous puissions commencer à avoir des matchs de football. Cela va se faire très bientôt. Comme vous le constatez maintenant, on est en train d'arroser et on arrose tous les jours, 2 fois par jour, le matin et le soir. De ce côté-là, je pense, nous avons un technicien qui s'active, qui fait de l'essentiel pour que le travail soit fait selon les normes. Avec une capacité de 50 places, il est également prévu de fixer des chaises et refaire le parking à l'image des autres stades réglementaires. Nous voulons changer les chaises. Le stade est de 50 000 places. Nous n'allons pas mettre 50 000 chaises, mais nous allons mettre au moins 45 000 chaises. En tout cas, ça va être un stade moderne. C'est ce que nous souhaitons. Tout porte à croire que dans un délai raisonnable, la fin de ces travaux sera un ouf de soulagement pour le public sportif de la capitale. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie des programmes de la RTG Coloma. À demain.